Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Je vais vous parler de quelque chose qui vient d'être publié par Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, qui nous explique en fait les trois dangers pour la crypto, les trois dangers pour Ethereum, les trois choses qui doivent être réalisées si on ne veut pas que la crypto s'arrête et ne fonctionne plus, ne soit plus adoptée par le grand public. C'est Vitalik qui se focalise sur Ethereum dans son article, mais il avait dit par le passé qu'il allait arrêter de parler, on va dire, de crypto et qu'il allait maintenant dire le mot Ethereum pour se focaliser sur ce sur quoi c'est sa spécialité tout simplement. Mais vraiment ça s'applique à quasiment l'ensemble des blockchains selon moi, et du coup on va parler de tout ça. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, normalement je vous fais des synthèses sur les actualités crypto. Aujourd'hui zoom sur cet article, demain on refait la synthèse des diverses actualités des 48 heures. Alors on va commencer par le sujet de Vitalik. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, il a créé Ethereum, la blockchain numéro 2. Avant il était vraiment un fervent supporter du Bitcoin, il a proposé un certain nombre d'améliorations sur le Bitcoin, introduction d'autres fonctionnalités tout simplement, et la communauté Bitcoin n'était pas d'accord, du coup il a créé sa propre crypto. Depuis il est toujours en train de réfléchir à le futur des cryptos, et selon lui en fait, je vais parler Ethereum dans cette vidéo mais on va parler crypto, enfin disons ça s'applique à tout comme je vous l'ai déjà dit. Selon lui il y a trois transitions qui doivent être réalisées, c'est des changements majeurs techniques qui doivent être réalisés sur le réseau Ethereum, sur la crypto, pour pouvoir démocratiser largement les crypto-monnaies, et c'est trois choses qui sont indispensables et on ne peut pas en choisir que un parmi les trois doivent être réalisées. La première, c'est les adoptions des solutions de niveau 2, c'est-à-dire il faut que la plupart des transactions finales soient réalisées sur les solutions de niveau 2. Les solutions de niveau 2, c'est ces solutions qui viennent se poser sur des blockchains qui existent déjà, des solutions de niveau 1. On parle principalement des solutions de niveau 2 sur Ethereum, avec Optimism, Arbitrum, ZkSync. C'est des solutions en fait qui, en gros, c'est des blockchains à part, mais qui se reposent sur la sécurité apportée par le réseau Ethereum. En fait, au final, les transactions sont agrégées, sont envoyées sur le réseau Ethereum. Je simplifie vraiment grandement les choses, mais dites-vous qu'il y a vraiment des propriétés du réseau Ethereum qui restent et qui permettent de sécuriser davantage ces solutions de niveau 2. Donc selon lui, on n'a pas le choix, il faut qu'on passe la plupart des transactions sur les solutions de niveau 2 pour réduire les frais bien sûr, et je reviendrai un peu plus en détail. Le deuxième point, c'est la sécurité des wallets et la transition vers les smart contract wallets. Selon lui, on doit passer vers les solutions de wallets multisig. On peut penser à Safe par exemple. Il y a un certain nombre d'autres solutions de wallets, de smart contract wallets. Ça permet d'apporter plein d'autres fonctionnalités. On en a beaucoup parlé avec tout ce qui est account abstraction, mais ça peut apporter comme fonctionnalité que un tiers paye vos frais de transaction. Ça peut apporter vraiment plein de choses, plein de logique, plein de features en plus qui peuvent être apportées par rapport aux wallets actuellement, qui sont des wallets on va dire assez bêtes, on va dire. Il n'y a pas d'intelligence sur les wallets, c'est juste on n'autorise pas. Avec les smart contract wallets on peut faire beaucoup plus. Et le troisième point, le point qui est indispensable, c'est la confidentialité des transactions, la privacy. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir être en mesure d'envoyer des fonds à quelqu'un sans avoir à révéler l'ensemble des choses sur notre adresse, l'ensemble de nos fonds, l'ensemble de diverses transactions réalisées par le passé. Actuellement, c'est quelque chose qui pose problème. Quand vous communiquez votre adresse à quelqu'un, et la personne a accès à tout votre historique, tout ce que vous avez réalisé depuis la création de cette adresse, les NFT que vous avez, les trades que vous avez réalisés, et ça pose problème. Et contrairement au Trilem vous connaissez le blockchain Trilema, c'est quelque chose qui avait été d'ailleurs aussi défini par Vitalik, qui avait été créé par Vitalik, c'est-à-dire qu'une blockchain, la problématique actuellement, c'est que il est difficile d'avoir ces trois propriétés essentielles de la blockchain, que ça soit décentralisé, que ça soit scalable, donc passer à l'échelle, et que ça soit sécurisé, et que en fait, actuellement, on pouvait juste en avoir 2 sur 3, on va dire. Et là, il crée autre chose, il dit voilà les trois transitions, et il faut qu'on ait ces 3 points pour vraiment avoir un écosystème crypto robuste et sécurisé et adopté par tous. Donc sans le premier point, on a tout simplement des frais de transaction élevés. Il dit à l'heure actuelle, c'en est 3,75$, mais on est déjà monté à plus de 80$. Et du coup, si on réduit pas les frais de transaction grâce aux solutions de niveau 2, les gens vont se tourner vers des solutions beaucoup plus centralisées, et au final, l'écosystème crypto est perdant.
Le deuxième point, ça concerne la sécurité des wallets et les smart contract wallets. Là aussi, c'est indispensable parce que sans ça, les gens ne vont pas en fait faire confiance à l'écosystème crypto. Ils vont pas faire confiance à des wallets, on va dire, pas suffisamment sécurisés pour garder toute leur épargne. Ils vont se dire, mais si jamais je perds ma clé, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, les gens vont aller vers des solutions centralisées. On peut voir, ça peut être des exchanges, et ou ça peut être potentiellement des choses comme ce que Ledger est en train d'offrir avec sa solution centralisée de backup. Et le troisième point autour de la confidentialité des transactions, c'est aussi essentiel selon lui parce que les gens vont pas être en mesure de sacrifier toute leur vie privée et vont pas tout faire on-chain, ils vont pas tout réaliser sur un MetaMask ou autre, ils vont tout simplement petit à petit aller vers des exchanges centralisés pour réaliser certaines transactions, pour garder leur crypto-monnaie, parce que au moins dans ces exchanges, il y a que les exchanges qui ont la connaissance des informations sur vous, et Madame Michu ou je sais pas qui a accès à qui connaît votre adresse de dépôt d'un exchange n'a pas forcément accès à l'ensemble des choses que vous avez réalisées sur cet exchange. Disons que ça apporte une confidentialité même si elle est pas top, mais c'est mieux que ce qu'offrent actuellement toutes les solutions on-chain. Donc ces 3 points doivent être réalisés et surtout il faut faire les 3 ensemble. Et le problème c'est que rajouter de la confidentialité sur les solutions de niveau 2, ça complexifie les choses. Rajouter de la confidentialité sur les smart contract wallets, ça complexifie les choses. Et en fait, il faut penser à ces trois évolutions ensemble. Il faut pas se dire on va faire que les roll-up maintenant, ensuite on va faire que la confidentialité, ensuite on va faire que les smart contract wallets. Il faut vraiment penser à tout ça parce que ça a des conséquences. En gros, il y a plusieurs imbrications entre ces trois points. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'au final, on sera plus comme on est actuellement, où on a cette notion d'identité ou d'utilisateur qui est derrière une adresse. On aura au final un utilisateur qui aura des adresses différentes sur plein de blockchains différentes. On sait déjà le cas actuellement et ça complexifie les choses, mais disons là, on a souvent en tête, et même les applications en tête, que voilà, derrière une adresse, il y a une personne, et en fait, c'est pas le cas avec les smart contract wallets. Sur divers blockchains, on peut avoir plusieurs smart contract wallets qui ont des adresses identiques sur des blockchains différentes mais qui n'appartiennent pas aux mêmes personnes. Donc vraiment ça change un peu la manière de fonctionner. Il faut pas toujours croire que si c'est la même adresse sur plusieurs blockchains, ça appartient à la même personne. Il y a plein d'autres conséquences aussi sur tout ce qui est autour des paiements. Ça risque en fait de complexifier ces 3 points, la manière de réaliser un paiement. Actuellement, on veut se faire payer sur Ethereum, sur la BNB Chain ou autre. Il suffit de donner une simple adresse. Et ben, ça sera pas le cas si on est dans un monde multi L2. Faudra préciser sur quelle solution de niveau 2 on est. Si on veut rajouter de la confidentialité, il y a peut-être un élément en plus à communiquer pour l'aspect sécurité. Il y a plein de choses différentes qui risque de complexifier l'utilisation et la user interface, l'interface utilisateur pour tout le monde. Du coup, il faut faire attention à pas trop complexifier tout ça. Et l'autre point, c'est en cas de perte en fait de son mot de passe, de ses clés privées, il y a plein de conséquences. Imaginons actuellement que vous avez une seule adresse, vous perdez ou vous avez un seul wallet, vous perdez votre clé, vous retrouvez votre site fraise et puis c'est tout. Ensuite, vous recréez les wallets et puis vous les renvoyez l'argent autre part. Mais imaginez que vous êtes dans un monde où vous avez une adresse publique pour chaque paiement qui est différente à chaque fois. Et que au final vous voulez à un moment donné restructurer tout ça, vous voulez renvoyer l'argent vers d'autres adresses parce que vous pensez que votre wallet est compromis. Et ben ça va être compliqué, vous aurez des frais de gaz très importants si vous voulez tout réinitialiser d'un coup. Ensuite si vous réinitialisez tout au même moment, et ben on va pouvoir voir que tout ça a été fait au sein d'une même transaction quasiment en même temps, du coup on va pouvoir relier les adresses entre elles et ça va aller à l'encontre de l'aspect vie privée et des choses que vous voulez cacher. Mais bon, après Vitalik propose un certain nombre de solutions techniques qui existent. On peut imaginer un sorte de key store, quelque chose qui va gérer vos clés, qui sera lui directement sur la solution de niveau 1 et ensuite les solutions de niveau 2 vont aller piocher dedans. Il y a plein de choses techniques qui existent, disons que c'est pas du tout insurmontable. Ça va changer la manière dont c'est fait les choses aujourd'hui, la manière dont on s'intègre avec la finance décentralisée, avec les applications, avec les noms de domaine, avec tout ce qui est ENS aussi. Il y a pas mal de changements à faire. ENS a déjà commencé à arriver sur les solutions de niveau 2, mais ça commence et c'est pas parfait, mais disons que ça va changer beaucoup de choses et qu'on est loin de ça. Mais c'est bien que Vitalik, je trouve, il donne un peu les grandes lignes, il réfléchit un peu assez haut niveau sur les choses qui vont arriver au cours des 5 ans, 10 prochaines années.
il donne les grandes lignes et ensuite les gens viennent et implémentent, ils trouvent des idées intéressantes. On rappelle, Uniswap, c'était un peu quelque chose qui avait été proposé par Vitalik avec le modèle XY égale K et les gens sont allés le développer, s'inspirer de tout ça et c'est comme ça que ça marche et tant mieux en fait. Du coup voilà, n'hésitez pas à lire cet article, ça se passe sur vitalik.ca. Peut-être qu'il y a des idées de start-up, de projets crypto que vous allez monter suite à la lecture de tout ça. En tout cas moi je trouve toujours très intéressant ce qu'il a à poster et on reprendra les vidéos comme je vous ai dit demain sur diverses actualités. Je vous dis à bientôt, au revoir.